Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, économiste, analyste et financier. Avec cet expert en économie et en finance, nous allons analyser quelques options économico-financières du Congo en ce moment ici. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Oui, ces derniers temps, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui nous mène. Il a fait descendre, pour lui, il a remis le taux du dollar à son niveau normal. Maintenant, il dit qu'il faut se contrôler les devises parce qu'il y a trop de blanchissement. Il faut que seule la Banque centrale importe les devises. Une décision à prendre dans une année. Donc, les 12 mois qui précèdent, ça suffit pour organiser et préparer les esprits. Merci pour la parole. Avant de répondre à la question, je voulais revenir sur votre introduction. Si vous dites que le gouverneur de la Banque centrale prétend avoir affermi les francs congolais. Bon, l'affermissement est peut-être de manière virtuelle, de manière artificielle, parce que si on affermit la devise nationale, les francs congolais, ça doit se ressentir dans le pouvoir d'achat des ménages que nous sommes. Or, je me rends compte, de manière théorique, il a ramené les dollars de 2850 aujourd'hui à 2300. Bon, théoriquement, on dit oui, mais de manière intrinsèque, je ne me rends pas compte. Au contraire, aujourd'hui, on a senti que le pouvoir d'achat s'est amenuisé encore davantage. Et pourtant, si la devise nationale a été réellement affermie, ça devrait se ressentir dans les prix intérieurs du pays. Aujourd'hui, des biens de consommation que nous achetions hier à 10 $, aujourd'hui nous les achetons à 12 $. L'exemple le plus éloquent, c'est celui de les carburants, les litres de l'essence à la pompe. On achetait ça à 90 cents. Aujourd'hui, nous achetons à plus d'1 $. Donc, je ne pense pas que cette décision, cet affermissement soit un affermissement qui va dans le sens d'améliorer, de stabiliser les prix ou d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Mais sinon, il a fait appliquer une théorie pour lui-même, mais pas en tout cas pour les peuples congolais, parce qu'aucun Congolais ne se reconnaît pas dans cette décision qu'il a menée et que lui-même, s'il est tenté qu'on soit encore licite, il doit revenir et laisser les jeux de l'offre, la loi de l'offre et la demande pour qu'on atteigne les taux de l'équilibre. Je ne pense pas que 2023 soit le taux de l'équilibre à la parité entre francs congolais et dollars. Oui, mais il dit exactement pour en finir, il faut faire effacer dans la tête des Congolais la consommation du dollar. Si nous n'avions que le franc, parce qu'on est toujours en comparaison. Or, la monnaie nationale doit se vivre sans comparaison. Vous connaissez les théories là de la bonne monnaie qui chasse la mauvaise. J'en conviens. D'ailleurs, moi-même, je suis souverainiste. Je suis partisan de la souveraineté, surtout économique. Dans quelques mois, ici, quelques jours, on va célébrer l'indépendance de notre pays. Et si cette indépendance ne nous a pas très profité, c'est parce qu'on n'a pas encore conquis l'indépendance économique. Or, la monnaie étant l'un des attributs de la souveraineté d'un État, je suis tout à fait d'accord qu'on ait une monnaie forte. Mais il faut maintenant, pourquoi on est à la dollarisation aujourd'hui? Parce que la monnaie a aussi, parmi les attributs, c'est la réserve de valeur. Bon, si on est arrivé à la dollarisation, c'est parce que les francs congolais n'a pas pu, ou les Zaïre, les francs congolais ne représentaient rien de valeur, et tout consommateur, tout ménage doit chercher une valeur de refuge. Et la valeur de refuge était les dollars. Et les dollars, si déjà la dollarisation remonte dans les années 90, oui, avec les Zaïre, oui. C'était un fait sociologique. Mais il faut noter que la dollarisation a cessé d'être une réalité sociologique et est devenue un fait juridique. Parce que, tenez, rappelez au gouverneur de la Banque centrale qu'il y a un décret, loi, du président de la République de l'époque qui a légalisé la circulation concomitante de dollars et francs congolais. C'était le 31 janvier 2001. Il y avait un décret loi qui autorisait la circulation des dollars. C'était
pour éviter que le dollar qui autrefois fonctionnait de manière clandestine, de manière parallèle, et ça a été officialisé. Donc, si tant est que les gouverneurs veulent qu'on en revienne à ce point-là et qu'on remette en cause, il y a un droit citoyen administratif, la compétence et l'attribution. Par exemple, les formes de compétences, il n'appartient pas au gouverneur de remettre en cause ou d'abroger un décret-loi qui est un acte juridique et en force de loi. Il n'y a que celui, il n'y a pas le ministre, c'est le président de la République qui doit aussi prendre un arrêté contraire pour instituer, mais ça n'appartient pas au gouverneur. Je reconnais la compétence du gouverneur il n'a pas de réguler la monnaie, mais il n'a pas le pouvoir d'abroger un décret-loi autorisant la circulation des dollars dans l'économie. Il n'a pas abrogé, il veut encadrer. Et pour encadrer, il faut connaître que la source du désordre, c'est l'importation anarchique. Dans aucun pays du monde, les individus importent les devises. Seul le gouvernement, avec la banque centrale, importe les devises. Bon, quand il parle de l'importation des devises, il fait allusion à quoi? Au dollar. Au dollar, on achète ça à la fédérale, à la réserve fédérale des États-Unis. Non, l'importation ne se fait pas seulement comme il veut faire croire aux gens. Mais quand il y a des miniers qui vendent leurs produits à l'extérieur, ils les vendent à quelle monnaie? Mais ils les vendent là-bas, mais ils amènent ça à la banque centrale. Il n'a pas refusé les dollars. Il dit, mais faut que quand ça il ramène, ça ramène il ramener au pays, à la banque centrale. Et après, voilà ce que moi il ramène à la banque centrale et ceux qui en ont besoin, les banques commerciales, s'adressent à la banque centrale et ceux qui veulent utiliser les dollars, le mécanisme existe, votre compte en dollars. C'est ce que je dis. Mais pas dans la vie ordinaire. C'est que s'il voulait réellement encadrer l'utilisation des dollars, il aurait dû commencer par ce qui est d'abord légal. Les codes, vous savez, j'ai combattu les régimes passés, mais il y a les mérites de ce régime, c'est d'avoir légué les nouveaux codes miniers. Et les nouveaux codes miniers disposent que chaque fois que les miniers exportent, ils doivent rapatrier au moins 60% de leurs exportations. L'année passée, il y a, si vous évaluez, il y a près de 6 milliards de dollars d'exportation minière. Est-ce que le gouverneur, à ce jour, peut nous dire que l'année passée, ces miniers ont rapatrié au moins 6 milliards 600 millions de dollars à la Banque centrale? Mais s'ils ne le font pas, mais je crois qu'il doit commencer par là. La loi doit être surveillée. Et il faut aussi préciser les choses. Ici, le gouverneur n'a pas encore décidé. Il a émis seulement un V. C'est un projet. Et il a émis un projet d'une année. Je pense, pendant ce temps-là, je crois qu'il doit revoir sa copie, revoir sa décision, parce que je ne pense pas que la monnaie, on l'appelle une monnaie fiduciaire. C'est-à-dire la fiduciaire, la confiance. La confiance ne s'impose pas, on y adhère librement. Donc on ne peut pas de manière... On a vu l'expérience Zimbabwe, qui a aussi tenté, comme lui, de vouloir supprimer ou interdire la circulation des dollars, mais 2 ans après, le Zimbabwe est revenu et aussi la dollarisation est une réalité. La bonne manière de mettre fin à la dollarisation, ce n'est pas par des décisions d'autorité. Il faut travailler. C'est un travail de fond en comble. Il faut des mesures structurelles, mais aussi conjoncturelles, de manière à ce qu'on revienne à la normalité. Et la normalité ne s'impose pas. La normalité doit se construire. Et doit se construire. La monnaie, c'est le reflet de la production. Il faut déjà à ce niveau-là, il faut encourager. Et c'est une décision qui doit être une décision concertée. Ça ne doit pas être de manière cavalière. C'est vrai, il a la compétence et le pouvoir de mener la politique monétaire, mais qu'on n'oublie pas que cette monnaie-là, il y a des utilisateurs de cette monnaie. Il y a le gouvernement qui est là. Donc il faut des mesures concertées pour que nous ayons. Ce n'est pas parce qu'il prend une décision que non. Dorénavant, il va encourager, au contraire, nous sommes avec, prenons date, il va encourager encore davantage l'utilisation informelle, clandestine, et même les blanchiments des capitaux qui veut améliorer, on risque d'assister à un effet boomerang, et il sera très difficile, parce qu'aujourd'hui, notre économie est à 80... Et regardez même les dépôts bancaires.
90% des dépôts bancaires sont constitués de dollars. Donc il faut commencer par là. Il faut commencer d'abord à améliorer. Il faut inciter les gens à déposer les francs congolais. Et aucun Congolais lui-même en premier n'a pas ses réserves, n'a pas son épargne en francs congolais. Et je suis tenté qu'il est aussi quelque part bailleur. Est-ce que ces locataires payent en francs congolais? Donc il doit prêcher par l'exemplarité avant d'engager. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions. J'ai comme l'impression qu'il se comporte plus en politique qu'un technocrate. Or, là où il est, c'est vrai, il est le prolongement du gouvernement et il doit, après avoir pris une décision qui n'a pas été bonne, il ne doit pas encore rajouter une autre pour encore nous mettre dans des positions où le pouvoir d'achat va encore se compliquer. La dollarisation, ce n'est pas un fait qui a été voulu par qui que ce soit, c'est pour préserver le pouvoir d'achat, pour comme valeur refuge, comme on le dit. C'est comme on préserverait sa richesse en or, en bijoux. Et aujourd'hui, le dollar est considéré comme une valeur refuge pour garder le même pouvoir d'achat parce que les francs congolais n'est jusqu'ici une monnaie qui n'est ni convertible, ni stable. Donc, tout le monde, et ce ne sont pas les seuls pays. L'économie mondiale, le dollar est utilisé à 60% de l'économie mondiale, utilise les dollars. Ce n'est pas une exception congolaise. Donc, lui, il ne refuse pas les dollars. Il dit qu'il faut encadrer l'importation. Est-ce que c'est tout le monde qui doit importer ou bien c'est la banque centrale qui doit importer comme ça s'est fait au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Tchad et partout ailleurs? Ici, même les banques commerciales importent les dollars. Même les organismes, il faut importer. Donc, il veut contrôler l'origine de l'entrée du dollar. Et celui qui veut utiliser les dollars, il ouvre son compte en dollars à la banque centrale. Et s'il veut utiliser, c'est que Monsieur X. La banque centrale ne collabore pas avec les ménages. Avec les banques commerciales. Les banques commerciales. Oui, mais il ne faut pas prendre l'exemple de Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il y a dollarisation au Congo-Brazzaville? Exactement. Non, il n'y a pas de dollarisation parce que la monnaie nationale, la devise nationale, elle est stable, elle est crédible, elle inspire confiance. Si nous sommes arrivés à la dollarisation, c'est parce que les Congolais, en commençant par les acteurs institutionnels, eux-mêmes ne font pas confiance aux francs congolais. C'est pourquoi ils utilisent le dollar. Ils sont payés en dollars, ils fixent leur salaire en dollars, ils se payent en dollars. Alors, on veut tromper qui? Non, il ne faut pas jouer... il faut donc vraiment ça doit être une mesure pour tout le monde, pas pour les uns, pas pour les autres. Parce qu'il a dit 80% des Congolais et l'intérêt du pays utilisent les francs congolais. Là, il n'y a pas de problème. Il parle parce qu'il veut aussi qu'il y ait bancarisation. Parce que s'il dit que tout doit s'utiliser dans les banques commerciales. Mais les banques commerciales, elles sont situées où? Les quelques rares banques commerciales sont dans les milieux urbains. Alors que nous savons que la population congolaise a plus de 70% dans le milieu rural. Est-ce que vous connaissez des villages qui ont des banques? C'est ça tout le problème. Donc vous voulez encore davantage exclure une bonne partie qui est déjà exclue de la population au circuit financier. Les taux de bancarisation, il n'y a que 6% de taux de bancarisation. Et ce qui sauve aujourd'hui les taux de bancarisation élargis, c'est quand on intègre aussi les taux d'inclusion financière. C'est quand on prend en compte les institutions de microcrédit et peut-être mobile banking aujourd'hui avec M-Pesa et tout ça, que ces taux-là de bancarisation élargie se situerait à 26% à 30%. Donc aujourd'hui, il faut commencer d'abord. Est-ce que il parle de banques commerciales, alors que l'État congolais n'a aucune banque commerciale. Toutes les 18 banques sont les banques étrangères, malheureusement. Sous l'ordre de la banque centrale, parce qu'aucune banque commerciale ne peut s'installer sans... Sous l'ordre de la banque centrale, je veux bien. Oui. Mais la souveraineté économique, le patriotisme économique, on aurait souhaité que nous ayons aussi des banques commerciales. Mais vous voulez asseoir votre autorité sur des propriétés étrangères, sur des propriétés privées. Alors s'ils ne veulent pas, ils quittent le Congo. Non, c'est là le problème. S'ils quittent, vous faites fonctionner quoi? Parce que la banque centrale, il a besoin de ces banques qui vont fonctionner. Parce qu'elle ne collabore pas directement avec les ménages. Et le ménage via les banques commerciales. Mais pourquoi ne pas d'abord encourager la création de banques qui seraient tenues par les Congolais? Alors, il demande seulement que l'importation des devises soit contrôlée et que l'État sache
importe. Mais il y a des structures de l'État qui s'en chargent. Oui, mais il y a des débordements. Donc il y a plus de dollars qui entrent que les dollars. Entre comment? Là, et l'utilisation n'est pas toujours lucide. Il a même accusé, comment on appelle ça encore, les blanchissements d'argent. Bon, les blanchiments d'argent. Oui. Mais il y a 2 ans qu'on a créé ce qu'on appelle intelligence économique au service des renseignements, aussi des renseignements. Mais c'est comme si lui, il accuse d'autres acteurs institutionnels, que l'État est failli, que l'État ne joue pas son rôle. Mais comment on peut faire entrer toutes ces devises qui alimentent le blanchiment des capitaux et même le terrorisme sans que nos services ne soient au courant? Oui, ça, c'est un problème. La dollarisation date de plus de 3 décennies. Et il croit que dans moins d'1 année, qu'il peut arriver à non, mais on doit commencer à poser les bases. Et c'est pourquoi il a même commencé à parler de la réserve en or. Non, la réserve en or, il se réveille. Oui, mais c'est ça l'État. Toutes les banques du monde, il y en a. En commençant par les États-Unis, les réserves d'échange sont constituées aussi en or. Et pourtant, nous avons des quantités importantes de l'or. Mais pourquoi? Bon, quand il a commencé, j'ai suivi que maintenant, là, nous avons à peine 3 tonnes d'or. C'est un débit, mais la projection se situerait au niveau de 15 à 18 tonnes. On avance. Ça, je salue. Vous vous rappelez, j'avais fait avec vous une émission ici pour dire que non. Mais comment nous sommes un pays qui produit les matières, mais qu'on n'arrive pas à l'utiliser? Pourquoi? Les paradoxes économiques congolais où nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous produisons. Mais ça, c'est un débit. Ça, au moins, c'est salutaire. Mais c'est encore marginal. Parce que les 3 tonnes là représentent tout au plus, s'il faut évaluer ça en dollars, ça représente moins de 500 millions de dollars. C'est encore au début insignifiant. Mais je pense qu'il faut en aller encore davantage parce que nous avons la possibilité d'en avoir un peu plus. Et lui-même, il avait dit qu'il allait financer même l'exploitation artisanale de l'or pour alimenter. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Mais prendre une décision comme elle veut prendre l'autorité, là, ça ne va pas réussir. Non, mais là, c'est en une année. C'est en une année. Une année, c'est insignifiant. La dollarisation date de plus de 30 ans. Il n'a pas supprimé les dollars, mais il veut seulement encadrer son importation. Mais raffermissez. Pourquoi il n'arrive pas à raffermir les francs congolais pour que les Congolais eux-mêmes, sans qu'ils soient imposés, se délestent du dollar et se réfugient aux francs congolais? Il n'a pas réussi à affermir les francs congolais. Et il croit que, en prenant des décisions... Mais il va avec les 2 mesures ensemble. Je pense que, messieurs les journalistes, ne faites pas l'avocat du gouverneur. Le gouverneur, ce gouverneur nous a causé beaucoup de préjudices. Et l'État nous appartient à nous tous. Oui. Et j'ai toujours dit qu'un homme d'État doit avoir l'État, l'âme de l'État et non l'État d'âme. Mais moi, j'ai comme l'impression, lui, il a plus l'état d'âme qui est l'âme de l'État. Il est là comme gouverneur, il est gouverneur, pas pour lui-même, il est technicien, mais il agit plus comme politique que technocrate. J'aurais souhaité qu'il se démarque un peu de sa casquette de politique et qu'il s'investisse dans la casquette de technocrate. Les théories sont bonnes, mais avant de les appliquer, il faut voir toutes les conditions qu'il faille pour que ces théories s'appliquent. Sinon, ce sera des théories qui ne seront que la poursuite du vent. C'est le cas de l'affermissement virtuel ou artificiel du franc congolais et que nous en faisons les frais jusqu'à ce jour. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas lui donner les bénéfices du doute une année, le temps qu'il fasse ce qu'il peut faire, pour que nous arrivions en avril voir comment exactement la décision sera prise? Parce que pour le moment, c'est un ballon. En fait, c'est une période de réflexion. Un intellectuel, vous m'avez présenté comme professeur des universités. Nous faisons aussi de la prospective. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un prendre une décision irrationnelle en attendant que ça... Non, cette histoire-là de SRR, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse parce qu'on ne peut pas les laisser faire et quand ça va poser des effets pervers et après on revient à la... Non, il faut déjà, comme il a annoncé, il faut l'encadrer. Il faut qu'il comprenne que par moment, il faut, chaque fois qu'il veut prendre des décisions, il a
intérêt à consulter les experts. Mais est-ce qu'il n'a pas un comité économico-financier là-bas autour de lui? Mais nous savons le comité de la conjoncture. Là. Mais la difficulté dans notre pays, c'est au niveau du casting. Oui. Nous savons comment on fait le casting dans notre pays. Le casting n'obéit pas toujours à des critères objectifs. Sinon, on choisit les gens par rapport à des affinités amicales, affinités politiques, affinités religieuses et tout ça. Ça complique un peu la situation. Bon, je ne doute pas de la qualité de ces gens qui les entourent, mais si les conseillers ne décident pas, est-ce que les gens là, et les collègues qui sont là, ou les économistes tout court qui l'entourent, est-ce que lui il suit toujours les conseils qu'il prodigue, ou lui-même il veut faire des choses qui lui passent par la tête? Mais il est aussi conseiller du gouvernement. Lui n'est pas conseiller du gouvernement, c'est la Banque centrale qui est la conseillère de... Oui, mais c'est représenté par le gouvernement. Mais la grande institution, mais c'est lui qui parle au nom du gouvernement. Moi je parle, l'article 176 de la Constitution décrit clairement les compétences dévolues à la Banque centrale, pas au gouverneur de la Banque centrale, donc c'est la nuance. J'insiste à l'article 176 parce que depuis un certain temps, nous remarquons que les acteurs institutionnels parfois ne maîtrisent même pas les articles de la Constitution. Donc, ils prennent et parfois ils donnent des indications. Ils donnent, vous savez, il y a une vidéo qui est devenue très virale par rapport à un responsable ou une responsable au sommet de l'État qui a donné un article qui ne correspond pas à ce qu'il voulait faire passer comme message en rapport avec la révision constitutionnelle, alors que cet article parle de la liste civile du président de la République. Donc je ne voudrais pas tomber dans ces travers. Donc, mais j'ai dit pour vous félicitez l'esprit de la réserve en or, comme ça se fait partout au monde, donc l'effort d'acheter, d'organiser l'artisanat pour que le Congo, qui produit de l'or, ait aussi de l'or en grande quantité en réserve à la Banque centrale. Non, pour une fois, là, il m'a suivi. Parce que j'ai eu à tourner avec lui une émission. Je crois qu'il a suivi. Et quand, après l'émission, j'ai vu, il avait fait un point de presse et il avait promis qu'il allait faire. Et bon, mais c'est encore très marginal. Parce que pour un pays comme le nôtre, avoir des réserves en or de l'ordre de 3 tonnes, non, c'est très marginal. Je voudrais qu'il en fasse encore davantage pour qu'on atteigne les proportions acceptables, pour que ça constitue réellement une réserve, parce qu'une réserve pour un État continent comme le nôtre, je ne pense pas que 3 tonnes là, bon, comme c'est un débit, moi, je ne suis pas là, je ne fais pas de nihilisme rétrograde. Quand il y a des choses bonnes qui se font, nous on les encourage, c'est un débit, mais qu'il fasse encore davantage. Oui, notre